Hannibal Barca, première émission, Traverser les Alpes. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. En tout cas, pendant 4 jours. Mais un matin, des hommes viennent à la rencontre d'Hannibal en lui assurant de leur amitié. Ils lui proposent de le guider à travers les montagnes et de fournir à son armée toute la nourriture dont elle a besoin. Le général, rassurez-vous, se méfie, il reste sur ses gardes, sauf que, il a besoin de guide, alors il accepte. Mais 2 jours plus tard, alors que l'armée s'apprête à passer dans un col difficile, les soi-disant guides les attaquent en faisant rouler sur eux de gros rochers. L'infanterie et les éléphants parviennent à les faire fuir, mais ce combat occasionne encore de nouvelles pertes conséquentes. Et c'est comme ça que se déroule la marche carthaginoise, entrecoupée d'agressions de brigands voulant dérober les animaux et les bagages. En plus, la progression est considérablement, vous l'imaginez, ralentie par les éléphants. Mais leur seule présence terrifie quand même leurs adversaires, qui n'ont jamais vu, bien sûr, d'animaux pareils. Et plus l'armée progresse vers les sommets, plus les conditions deviennent extrêmes. Passage étroit, vent violent, paysage dénudé et pire, froid glacial. Et la nourriture arrive à son terme et les hommes souffrent de la faim, du froid et de la fatigue. Leurs vêtements sont des vêtements légers, ça ne les protège absolument plus contre les basses températures. C'est un froid qui glace les os et pour ces hommes qui viennent du sud, c'est tout nouveau. N'oubliez pas qu'ils sont pour la plupart originaires d'Espagne ou voire même d'Afrique. L'hiver est là, avec son cortège de brouillard à couper au couteau, des sols gelés, des tempêtes de neige et d'un ciel plombé qui dissimule le soleil qui pourrait être réconfortant. Le chemin est de plus en plus difficile. Les soldats affaiblis, ils sombrent dans la mélancolie, perdent peu à peu courage. Les épreuves qui les attendent encore les démoralisent complètement. Et il faut les mots encourageants et rassurants de leur chef pour leur donner simplement la force d'avancer. Après 9 jours de marche, ils arrivent devant un col que les historiens peinent là encore à identifier. Est-ce que c'est le Petit Saint-Bernard, celui du Mont Cenis ou celui du Mont Genève ? D'autres proposent le col de la Traversette à 3000 mètres d'altitude près du Mont Viso. Mais les quelques indications de Polybe font plutôt penser au col du Clapier. Il est en effet le dernier obstacle à franchir avant de voir du sommet des Alpes toute la plaine du Pô. Sauf qu'il annonce aussi une longue et périlleuse descente qui, une fois encore, effraie les soldats, des soldats qui sont affamés et affaiblis par tant d'épreuves. Alors encore une fois, Hannibal les encourage, leur redonne force et confiance. L'Italie est là, devant eux, ils peuvent presque la toucher. Est-ce qu'ils vont abandonner maintenant, si près du but ? Son discours, à la fois pathétique et en même temps enflammé, est resté célèbre, et il impressionne encore les historiens modernes. Rassérénés, les hommes entament alors une descente dangereuse, presque entièrement à pic, étroite, glissante et pleine de ravins. Et nombreux, là encore, sont les hommes et les animaux qui perdent la vie. Silius Italicus, dans son Punica, dresse un tableau effrayant de cette descente. Des flots de sang imbibent la neige et la rougissent. Là, la glace que rien ne pouvait entamer est tiédie par la chaleur du sang et peu à peu s'affaisse. La neige tombe, le vent se lève, la tempête fait rage, faisant tournoyer des flots de grêle. Le brouillard s'abat maintenant sur la petite troupe des survivants. Heureusement, au fur et à mesure que les hommes descendent la montagne, les forêts réapparaissent, les plaines se couvrent d'une herbe verte et grasse. Hommes et bêtes peuvent maintenant remplir leur ventre vide depuis trop longtemps. C'est une armée boueuse, en haillons, squelettique, harassée de fatigue, misérable, qui atteint au 3e jour la plaine du Pô. Et elle a subi de très lourdes pertes. La moitié de ses effectifs a perdu la vie en franchissant les Alpes. Il ne reste plus que 12 000 Africains, 8 000 Ibères et 6 000 cavaliers. Les hommes ont souffert de la faim, du froid, du manque de repos, contraints d'avancer jour et nuit. Le voyage a été long, semé d'embûches. Les survivants sont maigres, décharnés, ils n'ont absolument plus rien d'humain. C'est une armée de morts-vivants qui pénètre en Italie. Aussi, Hannibal décide de stopper là l'avancée pour soigner et faire se reposer cette armée affaiblie par tant d'épreuves.
On est maintenant fin octobre 218 avant notre ère. Hannibal en profite pour tirer les leçons de cette extraordinaire traversée. Il constate amer que la route a été plus difficile qu'il l'avait imaginé, ça c'est un euphémisme, que les tribus gauloises qu'il pensait gagner facilement à sa cause se sont montrées peu fiables, et celles qu'il rencontre en Italie le sont encore moins, parce que, matées par la puissante armée romaine, elles préfèrent se tenir à l'écart des combats quand elles ne se battent pas carrément aux côtés de leurs colonisateurs. L'annonce de l'arrivée des troupes d'Hannibal sur le sol italien provoque alors une véritable onde de choc au sein de la ville et des campagnes romaines. Partout, on s'affole, on crie, on pleure, on invoque la protection des dieux. On voit déjà approcher la fin du monde. Le général Publius Scipion, lui, est déjà sur place avec une armée constituée de 20 000 fantassins, 2 000 cavaliers, tous frais, nourris, reposés, et eux sont prêts au combat. Les forces en présence sont maintenant clairement inégales et l'avantage numérique est forcément du côté des Romains. Le jour de l'affrontement arrive. On est alors à la fin du mois de novembre 218 avant notre ère. Les deux adversaires qui s'estiment l'un l'autre, malgré tout, se retrouvent face à face le long de la plaine du Pô, à proximité des Alpes. La bataille, qu'on appelle la bataille du Tessin, commence. Scipion a placé au centre de son armée des archers et des cavaliers gaulois. Hannibal, lui, place sa lourde artillerie libyenne et ibérique au centre, épaulée sur les côtés par les cavaliers numides. Les cavaliers se rentrent dedans avec fracas, ils mettent même pied à terre pour mieux se battre entre eux. Mais les Numides les prennent à revers et les encerclent. Les Gaulois sont pris au piège, ils sont obligés de se rendre. L'attaque d'Hannibal a été foudroyante et a pris de court l'armée romaine. L'infanterie n'a même pas le temps de se servir de ses armes. C'est le sauve-qui-peut général. Hannibal se lance à la poursuite des fuyards et fait de nombreux prisonniers. Les Gaulois, eux, s'empressent de lui proposer la paix, des vivres et des troupes, ce qu'Hannibal accepte. Ainsi, 2000 fantassins et 2000 cavaliers gaulois changent de camp carrément et rejoignent l'armée carthaginoise. Et Hannibal les reçoit chaleureusement, puis les renvoie dans leur tribu d'origine pour qu'ils les préviennent que l'armée carthaginoise est en Italie pour les libérer du joug romain et qu'il invite les peuples autochtones à se joindre à lui. Hannibal fait alors régner la terreur en Italie. Il pille les campagnes, ravage les champs et les pâturages, incendie les villes et les villages et fait le siège des cités alliées aux Romains. Nombreux sont ceux qui lui ont reproché d'ailleurs cette cruauté digne d'un barbare, mot un petit peu anachronique. Mais il est important quand même de rappeler qu'Hannibal agit de la même manière que tous les autres chefs de guerre de son temps. Il ne fait qu'employer des méthodes qui sont courantes à cette époque-là, destinées à effrayer la population, à couper les vivres également d'ennemis. Les Romains, durant leur longue histoire, ne vont pas agir autrement d'ailleurs lors de leur conquête. Rappelons aussi qu'Hannibal n'utilise la violence que dans le but de servir ses desseins guerriers. Jamais il ne l'use de manière gratuite et perverse. L'armée carthaginoise poursuit son avancée en Italie. Les affrontements avec les légions romaines se multiplient, mais à chaque fois, le sens du terrain et le génie tactique d'Hannibal lui apportent toujours la victoire. De plus en plus de tribus gauloises, terrorisées par ses exploits, se rendent d'elles-mêmes et lui proposent des pactes d'amitié. Sauf que Rome est loin d'avoir dit son dernier mot. Le Sénat romain envoie des légions dans toutes les provinces menacées, y compris en Sardaigne et en Sicile, où les troupes des frères d'Hannibal, restés en Espagne, s'approchent dangereusement des territoires annexés. Les Romains multiplient les offrandes, les sacrifices, les prières, les purifications. Le Sénat met la population à contribution pour financer la levée de nouvelles troupes. Tout le monde donne à l'époque, même les plus modestes. Les familles les plus riches sont sommées de fournir la plus grande part du financement. C'est là, d'ailleurs, l'un des atouts du camp romain. La population est fortement hiérarchisée, mais elle est soudée par des valeurs et une visée commune. Le peuple romain soutient pleinement son armée et ne rechigne pas à payer plus d'impôts pour lever une armée puissante et bien équipée. Hannibal, lui, ne peut compter que sur lui-même et sur le peu d'hommes qui lui restent. Pour le moment, il vole de victoire en victoire et nous verrons la suite dans le prochain épisode.